Donc cette fois-ci, c'est pas écrit comme une pièce de théâtre, c'est écrit plus un peu comme une nouvelle. Avec les personnages, c'est Socrate, Caïréphon, Critias, Charmide. Donc voilà, le style d'écriture, enfin en tout cas la forme de l'écriture est différent. Et après, voilà, il y a donc toujours le contexte homosexuel. Et voilà, on ne sait pas trop l'âge de Charmide et des autres hommes. Et j'espère qu'ils sont à peu près du même âge, parce que sinon c'est un peu bizarre. Ouais, je préfère le dire. Alors, c'est Socrate qui parle. J'étais revenu la veille au soir de l'armée de Potidée, et comme j'arrivais après une longue absence, je pris plaisir à revoir les endroits que j'avais l'habitude de fréquenter. Donc voilà, c'est Platon qui écrit comme si Socrate parlait, comme s'il était Socrate. Alors, je pris plaisir à revoir les endroits que j'avais l'habitude de fréquenter, entre autres la palestre de Toréas, en face du sanctuaire de Vasilée. J'entrai et je trouvai beaucoup de gens, les uns inconnus, mais la plupart de ma connaissance. En me voyant entrer, ils furent surpris et aussitôt me saluèrent de tous les points de la salle. Caïréphon, toujours exalté, bondit même du milieu des autres et courant à moi, me prit la main et dit: Ô Socrate, comment es-tu tiré de la bataille? Peu de temps avant notre départ, nous avions en effet livré une bataille, et la nouvelle venait d'en arriver à Athènes. Comme tu vois, lui dis-je. On nous a rapporté ici, ajouta-t-il, que l'affaire a été chaude et qu'elle a coûté la vie à beaucoup de gens de notre connaissance. Le rapport est assez juste, dis-je. Tu as pris part à la bataille demanda-t-il. J'y ai pris part. Viens t'asseoir ici, dit-il, et raconte-nous la chose, car nous n'avons pas encore de renseignements exacts. En disant cela, il m'entraîne et me fait asseoir près de Critias, fils de Calaïscros. Je m'assis donc en saluant Critias et les autres, puis je donnai des nouvelles de l'armée en réponse aux questions qui me venaient de tous côtés. Quand nous en eûmes assez de parler de la guerre, je les questionnai à mon tour sur ce qui se passait à Athènes. Où en était à présent la philosophie? Et parmi les jeunes gens, y en avait-il qui se distinguaient par leur savoir ou leur beauté, ou par les deux à la fois? Alors Critias, tournant les yeux vers la porte et voyant entrer quelques jeunes gens qui se disputaient, et derrière eux une autre bande: Quant au beau garçon, Socrate, me dit-il, après, beau, ça peut aussi vouloir dire bon. C'est le même mot en grec. Donc, quant au beau garçon, Socrate, me dit-il, je crois que tu vas être enseigné tout de suite, car ceux qui entrent sont les précurseurs et les amants de celui qui, à présent du moins, passe pour le plus beau, et je suis sûr que lui-même n'est pas loin et qu'il vient ici. Qui est-ce demandai-je, et de qui est-il le fils? Tu le connais, dit-il, mais ce n'était encore qu'un enfant avant ton départ. C'est Charmide, fils de mon oncle Glaucon et mon cousin. Oui, par Zeus, je le reconnais, repris-je. Il était déjà pas mal en ce temps-là, et bien qu'il ne fût encore qu'un enfant. Bien qu'il ne fût encore qu'un enfant. Mais ce doit être aujourd'hui un jeune homme tout à fait formé. Tu vas t'assurer tout de suite, reprit-il, de sa taille et de son air. Et comme il disait cela, Charmide fit son entrée. Pour moi, camarade, je ne sais rien mesurer. En cela, j'ai tout juste la valeur d'un cordeau blanc, sur une pierre blanche. Presque tous ceux qui sont à la fleur de l'âge me paraissent beaux. Cependant, cette fois, le jeune homme me parut d'une taille et d'une beauté admirables, et tous les autres me semblèrent épris de lui, tant ils furent saisis et troublés quand il entra. Et il avait encore beaucoup d'amoureux dans le groupe qui le suivait. Qu'il fit sur nous autres hommes faits une telle impression, il n'y avait pas lieu de s'en étonner. Mais je regardais les enfants. Ils n'avaient tous Dieu que pour lui, même les plus petits, et ils le contemplaient comme une statue. Alors Caïréphon s'adressant à moi: Que penses-tu de ce garçon, Socrate? Me demanda-t-il. N'a-t-il pas une belle figure? Une figure merveilleuse, répondis-je. Eh bien, reprit-il, s'il consentait à se dévêtir, tu ne ferais plus attention à sa figure tant ses formes sont parfaites. Et comme les autres confirmaient les éloges de Caïréphon, par Héraclès, m'écriai-je, comment résister à un pareil homme s'il possède encore une seule petite chose? Laquelle? Demanda Critias. S'il est bien doué du côté de l'âme, et l'on doit s'y attendre, Critias, puisqu'il est de votre maison. Il est, dit-il, également bel et bon de ce côté-là. En ce cas, dis-je, pourquoi ne désébahirons-nous pas son âme pour la regarder avant de contempler la beauté de son corps? À l'âge où il doit être disposé à discuter. Assurément, dit Critias, car il a du goût pour la philosophie, et s'il en faut croire les autres et lui-même,
Il est doué pour la poésie. C'est là, repris-je, un don qui vous vient de loin, car c'est un legs de votre parent Solon. Et ne veux-tu pas appeler le jeune homme et nous le faire voir, fût-il encore plus jeune qu'il ne l'est? Il ne ferait rien d'inconvenant en s'entretenant avec nous devant toi, qui est à la fois son tuteur et son cousin. Tu as raison, dit-il, appelons-le. En même temps, s'adressant à l'esclave qui l'accompagnait, il lui dit: Garçon, appelle Charmide. Dis-lui que je veux le présenter à un médecin à cause du mal dont il se plaignait à moi ces jours-ci. Oui, voilà, et en plus, ils vont le mener en bateau avec une fable. Bon. Alors, puis se tournant vers moi, Critias me dit: Tout dernièrement, en effet, il s'est plaint d'avoir la tête lourde le matin en se levant. Cela étant, qu'est-ce qui t'empêche de feindre à ses yeux que tu connais un remède pour le mal de tête? Rien, dis-je, qu'il vienne seulement. Eh bien, il va venir, dit-il. Il vint en effet, et son arrivée donna lieu à une scène plaisante. Chacun de nous qui étions assis poussa précipitamment son voisin pour faire une place dans l'espoir que le jeune homme viendrait s'asseoir à ses côtés. Tant et si bien que les deux hommes assis à chaque bout, l'un fut contraint de se lever et que l'autre fut culbuté de côté. Lui vint s'asseoir entre Critias et moi. À ce moment, mon ami, je me sentis embarrassé et je perdis l'assurance que j'avais jusqu'alors de m'entretenir avec lui, tout à mon aise. Mais lorsque Critias lui en dit que j'étais l'homme qui connaissait le remède, il tourna vers moi un regard d'une expression indicible et se disposa à me questionner, tandis que tous ceux qui étaient dans la palestre formaient autour de nous un cercle complet. Alors, mon noble ami, j'aperçus ses formes sous son manteau, je me sentis brûlé, transporté hors de moi, et je songeai que Sidias était un maître en amour. Lorsqu'il proposa d'un bel enfant, il donna ce conseil: Garde-toi de devenir comme un faon devant le lion. Il te saisirait et tu serais sa provende. Car je me sentais au pouvoir d'un fauve de cette espèce. Cependant, quand il me demanda si je connaissais le remède contre le mal de tête, je lui répondis, bien qu'avec peine, que je le connaissais. Quel est-il donc, fit-il? Je lui répondis que c'était une feuille, mais qu'il fallait ajouter au remède une incantation, que si on la prononçait en même temps qu'on prenait le remède, on recouvrait entièrement la santé, et que sans l'incantation, la feuille n'avait aucun effet. Alors lui: Je vais donc, dit-il, copier la formule sous ta dictée. Est-ce de gré, lui dis-je, ou de force que tu veux l'avoir? Il se mit à rire et répondit: De gré, Socrate. Soit, repris-je, mais tu sais donc mon nom. Je serais inexcusable de ne pas le savoir, dit-il, car on parle souvent de toi parmi les jeunes gens de mon âge, et je me souviens que quand j'étais enfant, tu fréquentais Critias ici présent. C'est très bien cela, dis-je. J'en serai d'autant plus franc avec toi pour t'expliquer en quoi consiste l'incantation, car tout à l'heure encore je me demandais de quelle manière je t'en montrerais la vertu. Elle est en effet, Charmide, de telle nature qu'elle ne peut pas guérir la tête toute seule. Peut-être as-tu déjà entendu dire à de bons médecins, quand on vient les trouver pour un mal d'yeux, qu'il leur est impossible d'entreprendre une cure exclusivement pour les yeux, et qu'il faut soigner la tête en même temps, si l'on veut remettre les yeux en bon état, et que, de même imaginer qu'on puisse soigner la tête seule, indépendamment de tout le corps, est une pure folie. Et sur ce principe, ils appliquent un régime au corps entier, et ils essaient de traiter et de guérir la partie avec le tout. Ne sais-tu pas que c'est là leur doctrine et qu'il en est réellement ainsi? Assurément, dit-il. Ne trouves-tu pas qu'ils ont raison et n'approuves-tu pas leur principe? Je l'approuve absolument, dit-il. Et moi, voyant qu'il était de mon avis, je repris courage. Peu à peu mon audace se réveilla, ma verve se ralluma et je poursuivis. Telle est aussi, Charmille, la nature de l'incantation. Je l'ai apprise là-bas, à l'armée d'un médecin Thrace, un de ses disciples de Zalmoxis, dont la science va, dit-on, jusqu'à rendre les gens immortels. Ce Thrace disait que les médecins grecs avaient raison de professer la doctrine que je viens de rapporter, mais ajouta-t-il, Zalmoxis, notre roi, qui est un dieu, affirme que s'il ne faut pas essayer de guérir les yeux sans la tête, ni la tête sans les yeux, il ne faut pas non plus traiter la tête sans l'âme et que, si la plupart des maladies échappent aux médecins grecs, la raison en est qu'ils méconnaissent le tout dont ils devraient prendre soin, car le tout est en mauvais état. Car quand le tout est en mauvais état, il est impossible que la partie se porte bien. En effet, disait-il, c'est de l'âme que viennent pour le corps, et pour l'homme tout entier, tous les maux et tous les biens. Ils en découlent comme ils découlent de la tête dans les yeux. C'est donc l'âme qu'il faut tout d'abord et avant tout soigner, si l'on veut que la tête et tout le corps soient en bon état. Or l'âme se soigne, disait-il, par des incantations, et ces incantations, cher ami, ce sont les beaux discours. Ces discours engendrent la sagesse dans les âmes,
et une fois qu'elle est formée et présente, il est difficile de procurer la santé à la tête et au reste du corps. Il est facile de procurer la santé à la tête et au reste du corps. Et lorsqu'il m'enseigna le remède et les incantations, il me dit « Garde-toi bien de te laisser engager par qui que ce soit à soigner sa tête avec ce remède, s'il ne t'a d'abord livré son âme pour que tu la soignes par l'incantation. » C'est aujourd'hui, disait-il, l'erreur répandue parmi les hommes de vouloir guérir séparément l'âme ou le corps. Et il me recommanda instamment de ne céder à personne, si riche, si noble, si beau qu'il fût, qui voudrait me persuader d'agir autrement. J'en ai fait le serment, je dois le tenir et je le tiendrai. Si donc tu veux, conformément aux recommandations de cet étranger, livrer d'abord ton âme aux incantations du Thrace, j'appliquerai mon remède à ta tête. Sinon, je ne puis rien faire pour toi, mon cher Charmide. Critias, ayant entendu ces paroles, s'écria « Quel coup de fortune pour notre jeune homme, Socrate! Si à cause de sa tête, il est contraint d'améliorer aussi son esprit. Cependant, je dois te dire que Charmide paraît être supérieur à ceux de son âge, non seulement par sa beauté, mais encore par cela même que tu prétends produire par ton incantation. Car c'est la sagesse que tu veux dire, n'est-ce pas ? C'est cela même, répondis-je. Sache donc, poursuivit-il, qu'il est réputé sans conteste comme le plus sage des jeunes gens d'aujourd'hui, et que pour tout le reste, compte tenu de son âge, il ne le cède à personne. En effet, repris-je, il faut bien, Charmide, que tu l'emportes sur les autres en tous ces points, car je ne vois personne ici qui puisse facilement montrer deux maisons alliées ensemble à Athènes, qui soient vraisemblablement capables de produire des rejetons plus beaux et meilleurs que les parents dont tu descends. Du côté de ton père, votre maison, celle de Critias, fils de Dropidès, a été, nous le savons, célébrée par Anacréon, par Solon et par beaucoup d'autres poètes, comme une maison supérieure aux autres par la beauté, la vertu et tous les avantages qui composent ce qu'on appelle le bonheur. Du côté de ta... je pense que ça doit être Eudémonia, le bonheur, je ne sais plus. Du côté de ta mère, il en est de même par Pyrilampe, car Pyrilampe, ton oncle, a passé pour l'homme le plus beau et le plus grand du continent, chaque fois qu'il est allé en ambassade chez le grand roi ou chez quelque autre en Asie, et sa maison dans son ensemble ne le cède en rien à l'autre. Étant né de tels parents, il est naturel que tu sois le premier en tout. Pour ce qui est de la beauté visible, cher enfant de Glaucon, je suis sûr que tu n'es inférieur en rien à aucun de ceux qui t'ont précédé. Et s'il est vrai, comme le dit Critias, que tu sois bien partagé aussi du côté de la sagesse et du reste, ta mère, mon cher Charmide, a mis au monde un heureux mortel. Voici donc l'état de la question. Si tu es déjà, comme le dit Critias, en possession de la sagesse et si tu en as une provision suffisante, tu n'as plus besoin des incantations de Salmoxis ni de celles d'Albaris l'hyperboréen. Et je puis te donner tout de suite sans incantation le remède contre le mal de tête. Mais si tu crois encore avoir besoin de ces incantations, il faut les faire avant de te donner le remède. Dis-moi donc toi-même si tu es de l'avis de Critias et si tu crois avoir maintenant assez de sagesse ou en manquer encore. Charmille rougit et n'en parut d'abord que plus beau, car la modestie convenait à son âge. Puis il me dit une réponse qui ne manquait pas de noblesse. Il me dit qu'il n'était pas facile, dans le cas où il se trouvait, ni de dire oui ni de dire non. Si en effet, dit-il, je dis que je ne suis pas sage, outre qu'il n'est pas naturel de porter un tel témoignage contre soi-même, je donnerai un démenti à Critias et à beaucoup d'autres, aux yeux desquels je passe pour sage, à ce qu'il dit. D'un autre côté, si je dis oui et je me loue moi-même, peut-être cela paraîtra-t-il choquant, de sorte que je ne sais comment te répondre. Alors moi je lui dis, m'est avis, Charmite, que tu as répondu comme il fallait, et je crois, ajoutai-je, que nous devons rechercher ensemble si tu as ou si tu n'as pas ce que je demande. De cette façon, tu ne seras pas forcé de dire ce que tu ne veux pas dire, et moi, de mon côté, je n'entreprendrai pas de ma cure sans examen préalable. Si cela te plaît, je suis prêt à faire cette enquête avec toi, sinon je te laisse tranquille. Cela me plaît plus que tout au monde, dit-il, et s'il ne tient qu'à cela, mène l'enquête suivant la méthode qui te paraîtra à toi-même la meilleure. Eh bien, repris-je, voici celle qui me semble être la meilleure pour cette enquête. Il est clair que si tu possèdes la sagesse, tu es à même de t'en former une opinion. Résidant en toi, si en effet elle y réside, elle doit forcément y faire naître quelques sentiments, d'après lesquels tu peux te faire une idée de ce qu'elle est et de son véritable caractère. Ne le penses-tu pas ? Je le pense, dit-il. Eh bien, repris-je, ce que tu penses, tu peux, puisque tu sais parler grec, nous l'exprimer comme ton esprit le conçoit. Peut-être, dit-il, afin donc que nous puissions juger si elle est en toi ou non,
Dis-nous, repris-je, ce qu'est la sagesse à ton opinion. Il hésita d'abord, peu disposé à répondre. Il finit cependant par dire qu'à son avis, la sagesse consistait à faire toute chose avec modération et avec calme, qu'il s'agit de marcher dans les rues, de converser ou de toute autre chose. Il me semble, dit-il, qu'en somme, ce que tu me demandes est une sorte de calme. Peut-être as-tu raison, repris-je. Il est certain, Charmide, qu'on dit souvent des gens calmes qui sont des sages. Mais voyons si on a raison de le dire. Dis-moi donc, tu mets certainement la sagesse au nombre des belles choses. Certainement, dit-il. Et maintenant, quel est le plus beau quand on est à l'école? D'écrire les mêmes lettres vite ou doucement? De les écrire vite. Et s'il s'agit de lire, vaut-il mieux lire vite ou lentement? Vite. Et de même au jeu de la cithare, la vitesse, à la lutte, la vivacité, et à la lutte, la vivacité ne sont-ils pas des qualités beaucoup plus belles que le calme et la lenteur? Si. Et au pugilat et au pancrace n'en est-il pas de même? Sans doute. Et dans la course et dans le saut et dans tous les exercices du corps, les mouvements vifs et rapides ne sont-ils pas ceux qu'on trouve beaux, et les mouvements lents et calmes ceux qu'on trouve laids? C'est évident. Il est donc évident pour nous, repris-je, que, pour le corps au moins, ce ne sont pas les mouvements les plus calmes, ce sont les mouvements les plus rapides et les plus vifs qui sont les plus beaux, n'est-ce pas vrai? Sans doute. Mais la sagesse, avons-nous dit, est une belle chose. Oui. Donc, tout au moins en ce qui regarde le corps, ce n'est pas le calme, c'est la vitesse qui est sage, puisque la sagesse est belle. Il y a apparence, dit-il. Et maintenant, continuai-je, lequel est le plus beau? Apprendre facilement ou apprendre difficilement? Apprendre facilement. Mais, dis-je, apprendre facilement, c'est apprendre vite, et apprendre difficilement, c'est apprendre doucement et lentement. Oui. Et instruire un autre vite et vivement n'est-il pas plus beau que doucement et lentement? Si. Et si l'on nous rappelle quelque chose, ou si nous voulons nous en souvenir nous-mêmes, lequel est le plus beau? Du calme et de la lenteur, ou de la vivacité et de la vitesse? La vivacité, dit-il, et la vitesse. Et la finesse d'esprit ne relève pas de la vivacité et non du calme de l'âme? C'est vrai. De même, s'il s'agit de comprendre ce qu'on dit, chez le maître d'école ou le maître de cithare, ou partout ailleurs, ce n'est pas la lenteur, c'est la rapidité qui est la plus belle. Oui. De même encore dans les recherches intellectuelles et dans les délibérations, ce n'est pas, j'imagine, le plus lent, celui qui a de la peine à prendre un parti et à faire une découverte qui paraît digne de louange. C'est celui qui s'en tire avec le plus de facilité et de promptitude. C'est exact, dit-il. Ainsi donc, Charmide, repris-je, en toute chose, qu'elle regarde l'âme ou qu'elle regarde le corps, nous voyons que la vitesse et la vivacité sont plus belles que la lenteur et le calme. Il semble bien, dit-il. Dès lors, la sagesse ne saurait être le calme, et la vie sage n'est pas la vie calme. Du moins, d'après notre raisonnement, puisqu'elle doit être belle, si elle est sage. Car entre les deux sortes d'actions, jamais ou presque jamais nous n'avons vu dans la vie que les actions calmes fussent plus belles que les actions rapides et fortes. En admettant même, cher ami, que les actions calmes soient aussi souvent belles que les actions violentes ou rapides, la sagesse ne consisterait pas pour cela dans le calme plutôt que dans la force et la vitesse, qu'il s'agisse de marcher, de parler ou de toute autre chose. Et la vie calme ne serait pas plus sage que l'autre, puisque nous avons posé en principe au cours de notre discussion que la sagesse fait partie des belles choses et que la rapidité ne nous a pas paru moins belle que la lenteur. Ton opinion, Socrate, dit-il, me paraît juste. Je repris alors. Il faut maintenant, Charmide, que tu recommences à regarder en toi-même avec un redoublement d'attention. Puis quand tu auras observé l'effet que la sagesse produit en toi par sa présence, et ce qu'elle doit être pour te faire ce que tu es, et que tu te seras bien rendu compte de tout cela, tu nous diras nettement et bravement ce que tu crois qu'elle est. Il garda un moment le silence, et après s'être examiné avec une attention vraiment virile, il me semble, dit-il, que la sagesse fait rougir de certaines choses, qu'elle rend l'homme sensible à la honte, et qu'ainsi la sagesse n'est autre chose que la pudeur. Bien, dis-je, mais n'as-tu pas reconnu tout à l'heure que la sagesse était une belle chose? Si fait, dit-il. Et les hommes sages ne sont-ils pas de bons et en même temps que sages? Si. Peut-on appeler bonne une chose qui ne rend pas bon? Non, certes. Par conséquent, la sagesse n'est pas seulement belle, elle est bonne aussi. C'est mon avis. Mais quoi, repris-je? Ne crois-tu pas qu'Homère a raison de dire « La pudeur n'est pas une bonne compagne pour un homme dans le besoin »
Si, répliqua-t-il. À ce compte, la pudeur est donc à la fois mauvaise et bonne. Il paraît. Mais la sagesse est bonne, puisqu'elle rend. Je sais pas s'il aura moins mal à la tête avec tout ça. Alors. Mais la sagesse est bonne, puisqu'elle rend bons ceux chez qui elle se trouve, et ne les rend jamais mauvais. Je ne puis qu'approuver ce que tu dis. J'en conclus que la sagesse n'est pas la pudeur, puisque l'une est un bien, et que la pudeur n'est pas plus un bien qu'un mal. Voilà qui est bien dit, Socrate, à ce qu'il me semble. Mais vois un peu ce que tu penses de cette autre définition de la sagesse. Je viens en effet de me rappeler une chose que j'ai entendu dire à quelqu'un, c'est que la sagesse est pour chacun de nous de faire ce qui le regarde. Examine donc si l'auteur de cette définition te paraît avoir touché juste. Qu'aucun... Ça doit être une incompréhension dérivée de Gnotis et Automne, connais-toi toi-même, je pense. Alors, qu'aucun m'écriai-je, c'est de Critias que tu tiens cela, ou de quelque autre habile homme. De quelque autre, sans doute, dit Critias, car ce n'est certainement pas de moi. Mais qu'importe, Socrate, dit Charmide, de qui je le tiens. Il n'importe rien, dis-je, car nous n'avons pas du tout à examiner ce qu'il a dit, mais si c'est vrai ou non. Et en ceci, tu as raison, dit-il. Oui, par Zeus, repris-je, mais si nous en découvrons le sens exact, j'en serais bien surpris, car cela ressemble à une énigme. Et en quoi demanda-t-il. En ce que probablement, dis-je, l'auteur de la définition, la sagesse consiste à faire ce qui nous regarde, pensait autrement qu'il ne parlait. Ou bien crois-tu que le maître d'école ne fait rien lorsqu'il écrit ou qu'il lit? Je crois au contraire qu'il fait quelque chose, répondit-il. Crois-tu que le maître d'école n'écrit et ne lit que son nom, et ne vous enseigne à lire et à écrire que les vitres? Et n'écrivez-vous pas les noms de vos ennemis tout aussi bien que les vôtres? Et n'écrivez-vous pas les noms de vos ennemis tout aussi bien que les vôtres et ceux de vos amis? Tout aussi bien. Et en faisant cela, est-ce que vous vous mêliez à ce qui ne vous regardait pas et manquiez de vos sagesse? Nullement. Et cependant, ce n'est pas vos propres affaires que vous faisiez, s'il est vrai qu'écrire et lire, c'est faire quelque chose. Assurément, c'est faire quelque chose. Et guérir, mon ami, et bâtir, et tisser, et exécuter n'importe quel ouvrage dans un métier quelconque, c'est sûrement faire quelque chose. Sûrement. Mais alors, dis-je, crois-tu qu'une ville serait bien gouvernée si la loi ordonnait à chacun de tisser et de laver son vêtement, de fabriquer ses chaussures, sa burette à huile, son étrille et tout le reste de même, sans mettre la main aux affaires d'autrui, sans que chacun confectionnât et fît autre chose que ses propres affaires? Non, je ne le crois pas, dit-il. Cependant, repris-je, un État serait bien gouverné s'il l'était sagement. Sans doute, dit-il. Alors, repris-je, en agir ainsi et faire ainsi ses propres affaires, ce n'est pas la sagesse. Évidemment non. Il parlait donc apparemment d'une manière énigmatique, comme je le disais tout à l'heure, celui qui prétendait que la sagesse consistait à faire ses propres affaires. Autrement, il serait vraiment trop sot. Mais peut-être est-ce un nigaud qui t'a donné cette définition, Charmide. Pas du tout, dit-il, il passait même pour un très habile homme. Il ne fait donc pas de doute, à mon avis, qu'il ne t'ait proposé une énigme, dans la persuasion qu'il était difficile de savoir ce que peut être bon que de faire ses propres affaires. C'est possible, dit-il. Qu'est-ce donc que cela pourrait bien être de faire ses propres affaires? Pourrais-tu le dire? Moi, dit-il, je n'en sais rien, par Zeus, mais il est bien possible que même celui qui te l'a dit n'ait pas su ce qu'il voulait dire. Et tout en disant cela, il riait malicieusement et lançait un regard à Critias. Il était visible que Critias s'agitait depuis un moment et brûlait de se distinguer devant Charmide et la compagnie. Il avait eu jusqu'alors de la peine à se contenir. À partir de ce moment, il n'en fut plus le maître. Je crois que le soupçon que j'avais eu en était parfaitement fondé, que c'était de Critias que Charmide tenait cette définition de la sagesse. Alors Charmide, qui n'avait pas envie d'en donner lui-même l'explication et voulait s'en décharger sur son cousin, cherchait à l'exciter et se donnait l'air d'un homme abattu. Critias n'y tint plus. Je le vis s'emporter contre lui comme un poète contre un acteur qui a mal joué sa pièce. Il darda un regard sur lui et dit: Ainsi, tu crois, Charmide, parce que tu ne comprends pas la pensée de celui qui a dit que la sagesse consistait à faire ses propres affaires, qu'il ne la comprend pas non plus lui? Eh, excellent Critias, dis-je, il n'y a rien d'étonnant à ce que ce garçon, à l'âge qu'il a, ne la comprenne pas. Mais toi, il est à présumer que tu la comprends, étant donné ton âge et tes études. Si donc tu admets que la sagesse est ce qu'il dit, et si tu veux bien prendre sa place dans la discussion, il me sera beaucoup plus agréable de rechercher avec toi si la définition donnée est juste ou non. Oui, dit Critias, j'admets la définition et je prends la place de Charmide.
Tant mieux, dis-je. Maintenant, dis-moi, admets-tu aussi ce que je te demandais tout à l'heure, que tous les artisans font quelque chose? Oui. Crois-tu qu'ils se bornent à faire leurs propres affaires ou qu'ils fassent aussi celles des autres? Celles des autres aussi. Et sont-ils sages alors qu'ils ne se bornent pas à leurs propres affaires? Quel empêchement y vois-tu demanda-t-il. Moi, aucun, dis-je. Et vois s'il n'y en a pas pour celui qui, ayant admis qu'être sage, sait faire ses propres affaires, prétend ensuite que rien n'empêche que ceux qui font les affaires d'autrui d'être sages. Mais qui sont ceux que j'ai reconnus pour sages, ceux qui font des affaires d'autrui ou ceux qui fabriquent pour autrui? Mais dis-moi, répliquai-je, tu ne juges pas que c'est la même chose fabriquer et faire? Non, certes, répondit-il, non plus que travailler et fabriquer. J'ai appris cela d'Hésiode qui a dit que le travail n'est jamais une honte. Crois-tu que s'il eût appliqué les termes de travailler et faire à des ouvrages comme ceux dont tu parlais tout à l'heure, il aurait dit qu'il n'y a pas de honte pour personne à fabriquer des chaussures ou à vendre des salaisons ou se prostituer? Ne crois pas cela, Socrate. Hésiode, selon moi, pensait que la fabrication est distincte de l'action et du travail, et que la fabrication peut entraîner parfois la honte lorsqu'elle est sans beauté, tandis que le travail ne comporte jamais de honte. Fabriquer des choses belles et utiles, voilà ce qu'il appelait travailler, et c'est les fabrications de cette sorte qui étaient pour lui les travaux et les actions. Il faut affirmer que les affaires propres à chacun, c'était pour lui celles-là seulement, et que tout ce qui est nuisible lui paraissait étranger. Aussi faut-il penser qu'Hésiode, comme tous les hommes sensés, appelait sage celui qui fait ses propres affaires. Ah, Critias, dis-je, dès tes premiers mots, je crois avoir saisi ta pensée, et que tu appelais bonnes les choses qui nous sont propres et qui nous regardent, et que par action tu entendais la création des choses bonnes, car j'ai entendu Prodicos faire mille distinctions entre les mots. Quant à moi, je te laisse libre de prendre les mots au sens que tu voudras. Montre-moi seulement à quoi tu appliques ceux que tu emploies. Maintenant, reviens en arrière et donne-moi une définition plus nette. Est-ce de faire les choses bonnes ou de les fabriquer, ou quel que soit le terme qui te plaît. Donc, il a mis une distinction entre faire et fabriquer. Alors, ou quel que soit le terme qui te plaira, est-ce cela que tu appelles la sagesse? Oui, dit-il. Donc celui qui fait le mal n'est pas sage, mais celui qui fait le bien. Et toi, mon excellent ami, dit Critias, n'es-tu pas de cet avis? Ne t'inquiète pas de cela, dis-je, nous n'avons pas à examiner ce que je pense, mais ce que tu dis, toi, à présent. Eh bien moi, dit-il, je soutiens que celui qui ne fait pas le bien, mais le mal, n'est pas sage, et que celui qui fait le bien, et non le mal, est sage. Et pour définir nettement la sagesse, je dis qu'elle consiste à faire le bien. Il est bien possible que tu aies raison, mais il y a, dis-je, une chose qui m'étonne, c'est que tu crois que des gens sages puissent ne pas savoir qu'ils sont sages. Mais je ne le crois pas du tout, dit-il. Tout à l'heure, repris-je, ne disais-tu pas que rien n'empêchait les artisans d'être sages, même en faisant les affaires des autres? Je l'ai dit en effet, mais quelle conclusion en tires-tu? Aucune, mais dis-moi, crois-tu qu'un médecin qui rende la santé à quelqu'un fasse une chose utile à lui-même et à celui qu'il soigne? Oui. Et celui qui fait cela ne le fait-il pas de son devoir? Si. Et celui qui fait son devoir n'est-il pas sage? Il l'est au contraire. Or le médecin est-il forcé de savoir quand ses remèdes sont utiles et quand ils ne le sont pas? Et de même chaque artisan, s'il tirera ou non profit du travail qu'il exécute? Il est possible que non. Il arrive donc, repris-je, que le médecin qui a opéré une cure soit utile, soit nuisible, ne sachant pas ce qu'il a fait. Cependant, selon toi, s'il agit utilement, il agit avec sagesse. N'est-ce pas ce que tu disais? Si. Il arrive donc, comme tu vois, qu'agissant utilement, il agisse avec sagesse et qu'il soit sage, mais qu'il ne sache pas qu'il est sage. Cela, Socrate, me dit-il, c'est impossible. Mais si tu crois que mes déclarations précédentes conduisent nécessairement à cette conclusion, je préférerais en rétracter une partie, sans rougir d'avouer que je me suis mal exprimé, plutôt que d'accorder qu'on puisse être sage si l'on ne se connaît pas. J'irais même jusqu'à dire que c'est précisément à se connaître soi-même que consiste la sagesse, d'accord en cela avec l'auteur de l'inscription à Delphes. Je m'imagine que cette inscription a été placée au fronton comme un salut du dieu aux arrivants, au lieu du salut ordinaire « Réjouis-toi », comme si cette dernière formule n'était pas bonne et qu'on dût s'exhorter les uns les autres, non pas à se réjouir, mais à être sages.
C'est ainsi que le Dieu s'adresse à ceux qui entrent dans son temple en des termes différents de ceux des hommes, et c'est ce que pensait, je crois, l'auteur de l'inscription. À tout homme qui entre, il dit en réalité: sois sage. Mais il le dit comme un devin, d'une façon un peu énigmatique, car connais-toi toi-même et sois sage, c'est la même chose, au dire de l'inscription et au mien. Mais on peut s'y tromper, c'est le cas. C'est le cas, je crois, de ceux qui ont fait graver des inscriptions postérieures. Rien de trop. Et cautionner, c'est se ruiner. Ils ont pris le connais-toi toi-même pour un conseil et non pour le salut du Dieu aux arrivants, puis voulant offrir eux-mêmes des conseils non moins salutaires, ils les ont consacrés dans ces inscriptions. Pour quelle raison je te dis tout cela, Socrate? Le voici. Tout ce qui a été dit précédemment, je te l'abandonne. Peut-être était-ce toi qui as vu le plus juste, peut-être était-ce moi. En tout cas, nous n'avons rien dit de bien clair. Mais à présent, je suis prêt à m'expliquer avec toi si tu n'admets pas qu'être sage, c'est se connaître soi-même. Aimé Critias, tu me parles comme si je prétendais connaître les choses sur lesquelles je pose des questions, et comme s'il ne tenait qu'à moi d'être de ton avis. Il n'en est rien. J'examine avec toi les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent, parce que je n'en connais pas la solution. Quand je les aurai examinés, je te dirai volontiers si je suis d'accord avec toi ou non, mais attends que j'aie terminé mon enquête. Comment ça donc, dit-il? Je commence, dis-je. Si la sagesse consiste à connaître quelque chose, nul doute qu'elle ne soit une science. La science de quelque chose, n'est-ce pas? C'est, dit-il, la science de soi-même. Et la médecine, repris-je, est-ce la science de la santé? Oui. Et maintenant, dis-je, si tu demandais la médecine, qui est la science de la santé, à quoi sert-elle et que produit-elle? Je te répondrai qu'elle n'est pas de mince utilité, puisqu'elle produit la santé, ce qui est un beau résultat. M'accordes-tu cela? Je te l'accorde. Et si à propos de l'architecture, qui est la science de bâtir, tu me demandais quelle œuvre je prétends qu'elle produit, je te répondrai des maisons, et de même pour les autres arts. À ton tour maintenant de t'expliquer sur la sagesse. Puisque tu affirmes qu'elle est la science de soi-même, tu dois pouvoir répondre à cette question, Critias. Qu'est-ce que la sagesse, science de soi-même, produit pour nous de beau et de digne de son nom? Allons, parle. Tu conduis mal ton enquête, Socrate. Cette science est par nature bien différente des autres, qui elles-mêmes ne se ressemblent pas entre elles, et tu raisonnes comme si elles se ressemblaient. Dis-moi, par exemple, poursuivit-il, si le calcul et la géométrie produisent quelques œuvres du même genre dans les maisons bâties par l'architecture, ou les habits produits par le tissage, ou beaucoup d'autres produits de beaucoup d'arts qu'on pourrait citer. Peux-tu, toi, montrer de tels produits de ces deux sciences? Mais non, tu ne le peux pas. Je lui répondis: tu as raison, mais il y a une chose. Le pauvre, il doit vraiment avoir mal au crâne. Tu as raison, mais il y a une chose que je puis te montrer, c'est l'objet particulier de chacune de ces sciences, lequel est distinct de la science elle-même. Ainsi, le calcul a pour objet le pair et l'impair, la qualité numérique qui leur est propre, et les rapports qu'ils ont entre eux. N'est-ce pas vrai? Très vrai, dit-il. Et tu accordes que le pair et l'impair sont différents de la science même du calcul? Sans doute. Et de même, la statique est la science du plus lourd et du plus léger, et le lourd et le léger sont différents de la statique même, l'accordes-tu? Oui. Dis-moi donc aussi quel est l'objet dont la sagesse est la science et qui diffère de la sagesse elle-même. T'y voilà, Socrate, tu es tombé dans ta recherche sur le point capital sur la différence de la sagesse par rapport aux autres sciences, tandis que tu t'obstines à chercher une ressemblance de la sagesse aux autres sciences. Cette ressemblance n'existe pas. Toutes les autres sciences sont des sciences de quelque autre chose qu'elles-mêmes, au lieu que la sagesse est la science des autres sciences et d'elle-même en même temps. Tu ne l'ignores pas, tant s'en faut, mais en réalité tu fais, je crois, ce dont tu te défendais tout à l'heure. Tu ne cherches qu'à me réfuter sans te préoccuper de l'objet de la discussion. Quelle idée te fais-tu là? M'écriai-je. Tu t'imagines que si je mets tant d'applications à te réfuter, c'est en vue d'un autre but que de m'examiner moi-même pour me rendre compte de ce que je dis, de peur de croire aveuglément que je sais une chose que je ne sais pas? Et c'est ce qui, en ce moment même, et c'est en ce moment même, et c'est ce qu'en ce moment même je fais encore. Tu peux me croire. Si je fais cette enquête, c'est avant tout dans mon propre intérêt et peut-être aussi dans l'intérêt de mes amis.
N'est-ce pas en effet un bien qu'on peut dire commun à tout le monde de connaître clairement la nature de chaque chose? J'en suis persuadé, Socrate, dit-il. Rassure-toi donc, bienheureux Critias, repris-je, et réponds à mes questions selon ce qui te paraît être la vérité, sans t'inquiéter si c'est Critias ou Socrate qui a le dessus. Applique ton attention à la question même et ne considère que le résultat auquel aboutira notre examen. C'est ce que je vais faire, dit-il, car ce que tu dis me paraît juste. Dis-moi donc, repris-je, ce que tu penses de la sagesse. Eh bien, je pense, reprit-il, que seule de toutes les sciences, la sagesse est la science d'elle-même et des autres sciences. Donc, repris-je, elle sera aussi la science de l'ignorance, si elle est de la science. Assurément, dit-il. En ce cas, le sage seul se connaîtra lui-même et sera seul capable de juger et ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas, et il sera de même capable d'examiner les autres et de voir ce qu'ils savent et croient savoir, le sachant réellement, et ce qu'ils croient savoir alors qu'ils ne le savent pas, tandis qu'aucun autre n'en sera capable. En réalité donc, être sage, la sagesse et la connaissance de soi-même, c'est savoir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Est-ce bien là ta pensée? Oui, dit-il. Revenons maintenant en arrière, dis-je, et faisons notre troisième libation à Zeus Sauveur. Examinons comme si nous commencions, s'il est possible, oui ou non, de savoir qu'on a ou qu'on n'a pas la connaissance de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas, et ensuite à supposer qu'à la rigueur cela soit possible, à quoi il nous servirait de le savoir. Donc on voit encore, comme tout à l'heure, la vertu du courage se confondait avec la science, là la sagesse pareil, parce que... et pourtant il ne donne pas de sagesse au médecin qui a la science de la médecine, ni à l'architecte qui a la science de construire des maisons, parce qu'il dit, en fait, alors qu'on pourrait dire qu'il y a une certaine sagesse dans chaque connaissance d'un art, mais que ce soit Critias ou Socrate, eux, ils sont partis dans l'idée que c'est faire ses propres affaires ou se connaître en propre, quoi, soi-même. Et donc, du coup, tous les arts ne peuvent pas trop prétendre à la sagesse, puisque c'est en fait, ça s'applique, on pourrait dire, de façon transitive et euh, pas réflexive. On pourrait dire comme ça. Que pour eux, la sagesse, c'est quelque chose de réflexif, tandis qu'il y a quelque chose de transitif dans les autres arts, puisqu'ils ne sont pas tournés vers soi-même. Et donc, l'examen de conscience qui est de savoir ce qu'on sait et de savoir ce qu'on ne sait pas. Alors, mais bon, voilà, on aurait aussi pu dire que c'est pas une science, la sagesse, que c'est une qualité. Euh, voilà, il y a différentes catégories de l'être chez Aristote, qui était le disciple de Platon, et lui, en fait, il distinguait différents modes d'être. Donc, être sage et avoir la science, chez Aristote, ça serait intéressant de voir ce qu'il en a dit, mais c'est pas exactement pareil. Pour lui, pour Aristote, les sciences de, de l'observation autre que soi-même sont très importantes. Alors, mais tandis que Platon et Socrate sont plus des psychologues, on va dire. Alors, revenons maintenant en arrière, dis-je, et faisons notre troisième libation à Zeus Sauveur, examinons, comme si nous commencions, s'il est possible, oui ou non, de savoir qu'on a ou qu'on n'a pas la connaissance de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. Et ensuite, à supposer qu'à la rigueur cela soit possible, à quoi il nous servirait de le savoir. Eh bien, examinons, dit-il. Allons, Critias, dis-je, vois si tu as en ces matières des clartés que je n'ai pas. Je suis en effet embarrassé. Veux-tu en savoir la cause? Oui, dit-il. Si tout ce que tu viens de dire est exact, est-ce que cela ne revient pas à dire qu'il existe une science qui n'a d'autre objet qu'elle-même, et les autres sciences, et qui est en même et les autres sciences, et qui est en même temps la science de l'ignorance? Si, dit-il. Vois donc, camarade, quelle étrange théorie nous nous chargeons de soutenir. Essaye de l'appliquer à d'autres objets et tu verras, je pense qu'elle est insoutenable. Comment cela et à quels objets? Voici, demande-toi si tu peux concevoir une vue qui ne soit pas la vue des choses qu'aperçoivent les autres vues, mais qui serait la vue d'elle-même et des autres vues, et aussi de ce qui n'est pas vu,
qui ne verrait aucune couleur, bien qu'elle soit une vue, mais qui se percevrait elle-même et les autres vues. Crois-tu qu'une pareille vue puisse exister? Non, par Zeus. Donc voilà, la vue, c'est considéré comme plus proche de la théorie, puisque euh, justement la théorie, c'est une vue divine, étymologiquement. Théo, Oria. Alors, alors, il demande si une telle vue qui saurait ce qu'elle ne sait pas, ce qu'elle ne voit pas, et qui verrait les autres et elle-même en même temps, est-ce que ça existe? Non, par Zeus. Donc c'est Critias qui répond. Crois-tu aussi une ouïe qui n'entendrait aucune voix, mais s'entendrait elle-même et les autres oui, et ce qui n'est pas oui, pas davantage? En un mot, prends toutes les sensations et cherche si tu en trouves une qui soit la sensation d'elle-même et des autres sensations et qui ne perçoive rien de ce que les autres perçoivent. Je ne crois pas qu'il y en ait. Et parmi les désirs, alors là, il montre en fait que le propre et ce qui appartient aux autres est mélangé parce que souvent on voit la même chose. On ne peut pas voir une chose et les autres voient autre chose. Alors, je ne crois pas qu'il y en ait. Et parmi les désirs, en vois-tu un qui ne soit le désir d'aucun plaisir, mais de lui-même et des autres désirs? Non, certes. Pas plus, je crois, qu'une volonté qui ne voudrait aucun bien, mais se voudrait elle-même et les autres volontés. Donc il a fait une analogie avec la vue, avec l'ouïe, avec le désir et avec la volonté. Alors, à chaque fois, la réponse de Critias, c'est que rien de tout cela ne peut exister. Et pourrais-tu citer un amour qui ne serait l'amour d'aucune beauté, mais de lui-même et des autres amours? Non, dit-il. As-tu déjà vu une crainte qui se craigne elle-même et les autres craintes, mais ne craint aucun danger? Non, je n'en ai pas vu, dit-il. Ou une opinion qui soit l'opinion des opinions et d'elle-même, et qui n'ait aucune opinion des objets dont opinent les autres? Pas du tout. Mais à propos de science, nous affirmons à ce qu'il paraît qu'il en est une qui n'est la science d'aucune connaissance, mais la science d'elle-même et des autres sciences. Nous l'affirmons en effet. N'est-ce pas une chose étrange si réellement elle existe, car il ne faut pas encore affirmer qu'elle n'existe pas, mais rechercher si elle existe. Tu as raison. Voyons donc, cette science est science de quelque chose, et elle a la propriété de se rapporter à quelque chose, n'est-ce pas? Assurément. Et en effet, nous disons que ce qui est plus grand a la propriété d'être plus grand que quelque chose. Il l'a en effet. Que quelque chose de plus petit s'il est vrai qu'il soit plus grand. Nécessairement. Si donc nous trouvions une grandeur plus grande, qui fût plus grande que les autres grandeurs et qu'elle-même, mais pas plus grande qu'aucune des grandeurs en comparaison desquelles les autres sont plus grandes, elle aurait à coup sûr cette particularité, étant plus grande qu'elle-même, d'être en même temps plus petite qu'elle-même, n'est-ce pas? De toute nécessité, Socrate. Alors voilà, il voit qu'il n'y a pas une autoréférence possible et que pour une réflexion, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre. C'est toujours la théorie de Socrate. Alors, de toute nécessité, Socrate. Et si une chose était le double des autres doubles et d'elle-même, elle serait, n'est-ce pas, le double de la moitié qui la constitue et des autres doubles, car il ne saurait y avoir le double que d'une moitié. C'est juste. Mais étant plus grande qu'elle-même, elle serait moindre en même temps, le plus lourd que soi-même serait plus léger, le plus vieux serait plus jeune, et de même pour le reste. Tout ce qui aurait la propriété de se rapporter à soi-même n'aurait-il pas aussi l'essence à laquelle sa propriété se rapporte? Je m'explique par un exemple. Nous avons dit que l'ouïe ne pouvait être l'ouïe d'aucune chose que de la voix, n'est-ce pas? Oui. Si donc elle doit s'entendre elle-même, il faudra qu'elle ait une voix pour cela. Autrement, elle ne s'entendrait pas. C'est de toute nécessité. Et la vue, excellent Critias, si elle doit se voir elle-même, aura nécessairement une couleur, car la vue ne saurait rien voir d'incolore. Non, en effet. Si tu vois donc, Critias, que parmi les choses que nous avons énumérées, il nous apparaît pour les uns qu'il est impossible, pour les autres fort douteux qu'elles exercent leur vertu propre sur elles-mêmes. En effet, pour les grandeurs, les nombres et les choses du même genre, c'est absolument impossible, n'est-ce pas? Oui. Quant à la vue, à l'ouïe et aussi au mouvement qui se mouvrait lui-même, à la chaleur qui se brûlerait, et à toutes les hypothèses de ce genre, elle semble généralement insoutenable. Mais peut-être y a-t-il des gens qui croient le contraire.
Il faudrait un homme de génie, mon ami, pour distinguer nettement, dans tous les cas, si la nature a voulu qu'aucun être n'exerce sur lui-même sa propre vertu, mais sur un autre, ou si les uns en sont capables et les autres non. Et au cas où il y en aurait qui l'exerçassent sur eux-mêmes, s'il faut y ranger la science que nous déclarons être la sagesse. Pour moi, je ne me crois pas capable de faire ces distinctions. Aussi, je ne puis ni affirmer s'il est possible qu'il existe une science de la science, ni en supposant qu'elle existe bien réellement, admettre que ce soit la sagesse. Donc la science de la science, ça a été repris par Aristote, et pour lui, c'est la philosophie. Mais là, il dit que s'il existe une science de la science, comment on peut l'affirmer, ni en supposant qu'elle existe bien réellement, admettre que ce soit la sagesse, afin d'avoir examiné si ainsi comprise, elle nous est ou non, de quelque utilité. Car je présume que la sagesse est une chose utile et bonne. Enfin, l'ontologie chez Aristote, plus que la philosophie, c'est la science de l'être qui est au-dessus des autres. Alors, c'est donc à toi, fils de Caïlas Cros, puisque tu admets que la sagesse est la science de la science et aussi de l'ignorance, c'est à toi de démontrer d'abord ce que tu disais tout à l'heure, ce que tu disais tout à l'heure, que ce que tu disais tout à l'heure est possible, ensuite qu'à la possibilité se joint l'utilité. Il se peut alors que je me déclare satisfait et reconnaisse que tu définis exactement la nature de la sagesse. Alors, Critias, ayant entendu ces paroles et me voyant embarrassé, fit comme ceux qui, voyant bâiller des gens en face d'eux, se mettent à bâiller aussi. Il me parut en proie au même embarras que moi. Mais, en homme toujours applaudi, il craignait de se déconsidérer devant l'assistance et ne voulait pas avouer qu'il était incapable de trancher les questions que je lui proposais. Aussi il parla pour dissimuler son embarras, mais sans rien dire de clair. Alors, pour faire avancer la discussion, je lui dis: Eh bien, Critias, admettons pour le moment, si tu veux, qu'il puisse y avoir une science de la science. Nous examinerons une autre fois s'il en est ainsi ou non. Suppose donc que cela soit parfaitement possible. Dis-moi en quoi il devient plus facile de savoir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, car c'est bien en cela que nous avons fait consister la connaissance de soi-même et la sagesse, n'est-ce pas? Sans doute, dit-il, et c'est une conséquence naturelle, Socrate, car si un homme possède la science qui se connaît elle-même, il sera lui-même tel que ce qu'il possède. A-t-il par exemple de la vitesse, il est rapide, de la beauté, il est beau, de la science, il est savant. Et s'il a la science qui se connaît elle-même, alors il doit se connaître lui-même. Je ne conteste pas, répliquai-je, que celui qui possède ce qui se connaît soi-même ne se connaisse. Alors voilà, ça devient une faculté ou une science, ou un objet presque on dirait, de savoir, de se connaître soi-même. Donc je ne conteste pas, répliquai-je, donc c'est Socrate qui parle, que celui qui possède ce qui se connaît soi-même ne se connaisse aussi lui-même, mais si quand on possède cette science, on connaît nécessairement ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Oui, Socrate, parce que les deux sciences n'en font qu'une. C'est possible, dis-je, mais moi j'ai bien peur d'être toujours le même, car je ne comprends pas non plus comment se connaître soi-même est la même chose que savoir ce qu'on sait et savoir ce qu'on ne sait pas. Que veux-tu dire demanda-t-il. Voici, répondis-je. S'il y a une science de la science, est-elle capable d'aller plus loin que cette distinction? De ces deux choses, celle-ci est science, celle-là ignorance. Non, elle ne peut aller au-delà. Maintenant, la science et l'ignorance de la santé, et la science et l'ignorance du juste, est-ce la même chose? Nullement. Donc voilà, après avoir été dans le général, il retourne au particulier. Alors, la première est, je pense, la médecine, la seconde, la politique. L'autre est tout simplement la science. Sans doute. Donc, si un homme ne connaît que la science et qu'il n'y joigne pas la connaissance de ce qui est sain et de ce qui est juste, parce qu'il n'a la science que d'une chose, à savoir qu'il sait quelque chose et qu'il possède une science particulière, il est naturel qu'il ait cette connaissance sur soi et sur les autres, n'est-ce pas? Oui. Mais ce qu'il sait, comment cette science le lui apprendrait-elle? Il connaît en effet ce qui est sain par la médecine, et non par la sagesse, l'harmonie par la musique, et non par la sagesse, l'art de bâtir par l'architecture, et non par la sagesse, et tout le reste du même. N'est-ce pas vrai? Évidemment si. Mais par la sagesse, si elle n'est que la science des sciences,
comment saura-t-il qu'il connaît ce qui est saint et ce qui concerne la bâtisse? Il ne saura pas du tout. Celui qui ignore ces sciences ne connaît donc pas ce qu'il sait, mais seulement ce qu'il sait. Mais seulement qu'il sait. Il y a apparence. Par conséquent, la sagesse et être sage ne serait pas de savoir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, mais seulement à ce qu'il paraît qu'on sait et qu'on ne sait pas. C'est vraisemblable. Et si un autre prétend savoir quelque chose, le sage sera tout aussi impuissant à reconnaître si cet homme sait ce qu'il prétend savoir ou s'il ne le sait pas. Tout ce qu'il saura, semble-t-il, c'est que cet homme possède une science, mais de quoi la sagesse ne saurait le lui apprendre. Il ne semble pas. Ainsi donc, si un homme se donne pour médecin sans l'être, le sage ne sera pas capable de le distinguer de celui qu'il est effectivement, ni en général les savants des ignorants. Examinons ce point de la manière que voici. Si le sage ou tout autre homme veut distinguer le vrai médecin du faux, ne s'y prendra-t-il pas ainsi? À coup sûr, il ne lui parlera pas sur la science médicale, car le médecin, nous l'avons dit, ne connaît rien en dehors de ce qui est sain ou malade. N'est-il pas vrai? Si, c'est vrai. Mais il n'entend rien à la science, car nous l'avons attribué uniquement à la sagesse. Oui. Donc la médecine non plus n'est pas connue du médecin, puisque la médecine est une science. C'est vrai. Que le médecin est une science, le sage le reconnaîtra bien. Mais s'il faut essayer de connaître quelle est cette science, ne devra-t-il pas chercher de quoi elle est la science? N'est-il pas vrai que l'on définit chaque science en disant non seulement qu'elle est une science, mais une science particulière avec un objet particulier? C'est exact. Ainsi, la définition que nous avons donnée de la médecine, distinguée des autres sciences, c'est qu'elle est la science du sain et du malade. Oui. Donc si l'on veut examiner la valeur de la médecine, il faut le faire sur les objets qui lui sont propres, et non pas, n'est-ce pas, sur ceux qui lui sont étrangers et ne la concernent pas. Certainement. C'est donc sur le sain et le malade qu'on interrogera le médecin en tant que médecin, si l'on veut l'examiner comme il convient. Il me le semble. C'est donc ce qu'il dit ou fait à ce titre qu'il faut examiner pour voir si ses paroles sont vraies et ses actes convenables. Nécessairement. Mais peut-on, si l'on ne connaît pas la médecine, observer les unes et les autres, ou les autres? Non, certes. Ni personne autre qu'un médecin, semble-t-il, ni le sage lui-même, à moins qu'il ne soit médecin en même temps que sage. C'est exact. Donc là, voilà, on voit apparaître le médecin en tant que sage. Et c'est souvent chez Socrate, savoir que quand on connaît une science sans savoir la science du bien et du mal, ben en fait, on n'a qu'une connaissance technique et c'est pas l'art qui se rapproche plus d'une forme de sagesse. Voilà. Parce qu'il faut en plus aller vers le bien. Et ça, il le dit dans d'autres dialogues. Alors. Donc, ni personne autre qu'un médecin, semble-t-il, ni le sage lui-même, à moins qu'il ne soit médecin en même temps que sage. C'est exact. Il est donc absolument certain que si la sagesse est uniquement la science de la science et de l'ignorance, donc voilà, c'est plus la science du bien et du mal, c'est la science de la science et de l'ignorance, parce que la science est souvent est interchangeable avec le bien et l'ignorance avec le mal chez Platon. Alors, le sage sera également incapable de distinguer le médecin qui connaît son art de celui qui l'ignore et qui en impose aux autres ou à lui-même, comme il sera incapable de reconnaître tout homme qui sait quelque chose, à moins qu'il ne soit lui-même du métier comme les autres artisans. C'est évident, dit-il. Dès lors, alors on voit quand même que c'est beaucoup Socrate qui parle et moins ses interlocuteurs, donc je ne sais pas si c'est pas exactement un débat, là, cette forme de dialectique, c'est tout le monde en fait abonde dans le sens de Socrate toujours, et c'est ce qui fait la. Bon voilà, c'est Platon qui les a écrits, donc forcément il n'allait pas mettre un débat. Peut-être le seul dialogue avec un débat, c'est dans le banquet, où là chaque interlocuteur expose une théorie plausible. Mais sinon, là, tous les dialogues de Socrate, c'est toujours lui qui parle beaucoup. Donc là, pareil, il parle beaucoup. Alors, dès lors, Critias, dis-je, quel fruit pouvons-nous encore attendre de la sagesse, si telle est sa nature? Si, comme nous le supposions en commençant, le sage savait ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas, qu'il sait telle chose, qu'il ignore telle autre,
et s'il était capable de reconnaître la même science en d'autres hommes, alors je le déclare, nous aurions un immense avantage à être sages, car nous passerions notre vie sans faire de faute, nous les sages, et tous ceux qui seraient sous notre autorité. Nous nous garderions nous-mêmes d'entreprendre ce que nous ne saurions pas faire, nous nous mettrions en quête de ceux qui le sauraient, et nous leur en laisserions le soin, et nous ne laisserions faire à nos subordonnés que ce qu'ils seraient à même de bien faire, c'est-à-dire ce dont ils auraient la science. Ainsi, sous le régime de la sagesse, on pourrait s'attendre qu'une maison fût bien administrée, un État bien gouverné, et il en serait de même de toute entreprise où la sagesse présiderait, car l'erreur étant supprimée, les hommes suivraient la même droite raison, et, dans ces conditions, réussiraient nécessairement toutes leurs entreprises, et la réussite leur assurerait le bonheur. N'est-ce pas là, Critias, dis-je, ce que nous disions de la sagesse pour montrer quel avantage il y avait à savoir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas? C'est bien cela, en effet, dit-il. Mais à présent, repris-je, tu vois que nous n'avons trouvé nulle part aucune science de cette nature. Je le vois, dit-il. Mais alors, repris-je, voici peut-être un avantage que nous offrirait la sagesse telle que nous la concevons à présent, c'est-à-dire comme la connaissance de la science et de l'ignorance. C'est que celui qui la posséderait, quoi qu'il étudiât, l'apprendrait plus facilement et que tout lui paraîtrait plus clair, parce qu'il l'étudierait toujours à la lumière de la science, et qu'il jugerait mieux les autres sur les choses qu'il aurait apprises lui-même, tandis que ceux qui en jugeraient sans la sagesse en porteraient des jugements moins fermes et moins fondés. Est-ce là, mon ami, le genre d'avantage que la sagesse nous procurera, ou avons-nous d'elle une vue trop haute et lui chercherons-nous une valeur qu'elle n'a pas réellement? Il se pourrait, dit-il. Peut-être, repris-je, mais peut-être aussi avons-nous fait une recherche totalement inutile. Ce qui me le fait croire, ce sont certaines conséquences qui m'apparaissent et qui seraient bien étranges si la sagesse est ce que nous avons dit. Examinons-les si tu veux. Supposons qu'il puisse exister une science de la science et, ce que nous avons admis au début, que la sagesse consiste à savoir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, ne l'en dépouillons pas, accordons-le lui, et après lui avoir accordé tout cela, examinons avec une attention redoublée si elle peut, dans ces conditions, nous servir à quelque chose. Nous disions tout à l'heure que la sagesse, telle que nous l'avons définie, serait un grand bien si elle dirigeait l'administration d'une maison ou d'un État. Or, il me semble à présent, Critias, que nous avons eu tort d'en convenir. Comment donc, dit-il? C'est que, répondis-je, nous avons trop facilement accordé que ce serait un grand bien pour l'humanité si chacun de nous faisait les choses qu'il sait et s'en remettait, pour ce qu'il ne sait pas, à ceux qui savent. Eh bien, dit-il, n'avions-nous pas raison? Il me semble que non, dis-je. Ce que tu dis là, Socrate, reprit-il, est véritablement étrange. Parle, chien, m'écriai-je. Je suis bien de ton avis, et c'est en considérant cela tout à l'heure que je disais que certaines conséquences étranges m'apparaissaient et que j'avais peur d'avoir mal conduit notre enquête. Car en vérité, quand même la sagesse serait ce que nous avons dit, je ne vois pas du tout quel bien elle nous fait. Que veux-tu dire? Demanda-t-il. Parle, que nous sachions ce que tu penses. Je pense, répondis-je, que j'extravague. Néanmoins, quand une idée se présente, il faut l'examiner et ne pas la lâcher légèrement, si l'on a quelque souci de soi-même. Tu as raison, dit-il. Écoute donc mon songe, dis-je, qu'il soit venu par la porte de corne ou par la porte d'ivoire. En supposant que la sagesse, telle que nous la définissons à présent, exerce sur nous un empire absolu, qu'en résulterait-il? Que tous nos actes seraient conformes aux sciences, qu'aucun homme se donnant pour pilote sans lettres ne pourrait nous tromper, qu'aucun médecin en général ni personne autre simulant un savoir qu'il n'a pas ne pourrait nous abuser. Si les choses en allaient ainsi, qu'en résulterait-il pour nous, sinon d'être mieux portants qu'à présent, d'échapper plus sûrement aux dangers de la mer et de la guerre, d'avoir toujours des ustensiles, des vêtements, des chaussures, bref, toutes nos affaires et beaucoup d'autres choses encore, artistement fabriquées, parce que nous n'emploierions que de vrais artisans. Si tu veux, même, accordons encore que la divination est la science de l'avenir, et que, si la sagesse la guidait, elle écarterait les charlatans et donnerait place aux vrais devins pour annoncer l'avenir. Que dans ces conditions le genre humain se conduisit et vécut selon la science, je le conçois, car la sagesse, toujours en éveil, ne laisserait pas l'ignorance se glisser parmi nous et collaborer à nos travaux. Mais que vivre suivant la science soit vivre bien et être heureux, c'est ce que je ne peux pas encore savoir, mon cher Critias. Cependant, reprit-il, tu auras de la peine à trouver un autre moyen d'atteindre le bonheur si tu rejettes la science.
Encore un mot d'explication, repris-je. Quel est l'objet de cette science? Est-ce le découpage du cuir? Non, par Zeus. Est-ce le travail de l'airain? Pas du tout. Est-ce le travail de la laine, du bois ou de quelque autre matière du même genre? Non, certes. Alors nous nous écartons de notre principe qu'être heureux, c'est vivre selon la science, puisque tu ne veux pas convenir que ces artisans qui vivent selon la science soient heureux, et que tu ne reconnais pour tel que celui qui vit selon certaines sciences. Peut-être as-tu en vue celui dont je parlais tout à l'heure, celui qui sait tout ce qui doit arriver, le devin. Est-ce de lui ou d'un autre que tu veux parler? De celui-là et d'un autre, dit-il. Lequel, demandai-je? Ne serait-ce pas d'un homme qui, outre l'avenir, connaîtrait tout le passé et le présent et à qui rien n'échapperait? Supposons qu'un tel homme existe, je ne crois pas que tu puisses en citer un autre qui vive plus conformément à la science. Non, assurément. Il y a une chose que je voudrais savoir encore. Quelle est parmi les sciences celle qui le rend heureux? Ou bien y contribue-t-elle tout également? Non, pas également, dit-il. Alors, quelle est celle qui y contribue le plus? Et que sait-elle parmi les choses présentes, passées et futures? Est-ce la science du tric-trac? Que parles-tu de tric-trac? Ou le calcul? Pas du tout. Ou la science de la santé? Plutôt, dit-il. Mais cette science que je cherche, qui contribue le plus au bonheur? Quelle est-elle? C'est celle du bien et du mal, répliqua-t-il. Malheureux, m'écriai-je, voilà longtemps que tu me fais tourner dans un cercle sans vouloir me dire que ce n'est pas de vivre selon la science qui fait qu'on agit bien et qu'on est heureux, ni selon toutes les sciences ensemble, mais selon celle-là seule qui a pour objet le bien et le mal. Et en effet, Critias, si tu veux retirer cette science du nombre des autres, la médecine réussira-t-elle moins à nous donner la santé, l'art du cordonnier des chaussures, le tissage des habits, le pilotage à nous empêcher de mourir en mer, et la science du général de mourir à la guerre? Ces sciences n'y réussiront pas moins bien, dit-il. Mais, mon cher Critias, il nous faut renoncer à avoir exécuté chacune de ces choses d'une manière convenable et utile, si cette science du bien et du mal nous fait défaut. C'est vrai. Or, cette science-là, qui a pour tâche de nous être utile, n'est pas, ce semble, la sagesse, car ce n'est pas la science des sciences et de l'ignorance, mais la science du bien et du mal, en sorte que si c'est cette dernière qui nous est utile, la sagesse est pour nous autre chose. Comment, s'écria-t-il, la sagesse ne nous serait pas utile? Si la sagesse est la science des sciences et si elle préside à toutes les autres, il est certain qu'elle commande aussi à la science du bien et par là nous est utile. Est-ce donc elle, repris-je, qui nous procure la santé et non pas la médecine? Est-ce elle qui peut exécuter les travaux des différents arts et ceux qui n'ont pas tous leurs besoins propres et ceux-ci n'ont-ils pas tous leurs besoins propres? N'avons-nous pas depuis longtemps attesté qu'elle est simplement la science de la science et de l'ignorance et rien de plus, n'est-ce pas vrai? Il semble bien. Elle ne saurait donc nous procurer la santé. Non, assurément. Car la santé relève d'un autre art, n'est-ce pas? Oui. Elle est donc incapable aussi de nous être utile, camarade, puisque c'est à un autre art que nous venons d'attribuer cet office. Est-ce vrai? Sans doute. Comment donc la sagesse nous serait-elle utile si elle ne nous procure aucune utilité? Elle ne saurait l'être, Socrate, à ce qu'il me semble. Vois-tu maintenant, Critias, combien j'avais raison de craindre depuis un bon moment et combien j'étais fondé à m'accuser moi-même de ne rien tirer de bon de mon enquête sur la sagesse. Autrement, nous n'aurions pas trouvé que la plus belle des choses, de l'aveu de tous, nous est inutile si j'étais tant soit peu habile à conduire une enquête. À présent, nous voilà battus sur toute la ligne et nous sommes hors d'état de découvrir à quelle qualité le créateur du langage a appliqué ce mot de sagesse. Et cependant, nous avons fait plusieurs concessions qui ne devaient pas trouver place dans notre argumentation. Nous avons admis que la sagesse était la science de la science, bien que la raison nous le défendît et en y a la possibilité. Et à cette science, nous avons de plus accordé le pouvoir de connaître les opérations des autres sciences, bien que la raison ne le permît pas davantage, afin que notre sage pût connaître qu'il sait ce qu'il sait et qu'il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Cette concession, nous l'avons faite avec une libéralité sans réserve, et sans considérer qu'il est impossible d'avoir la moindre connaissance d'une chose qu'on ignore absolument, car notre concession affirme qu'on sait ce qu'on ne sait pas, et ce qui, à mon avis, est la chose la plus absurde du monde. Mais en dépit de notre complaisance et de notre facilité, l'enquête n'est pas arrivée davantage à trouver la vérité. Au contraire, elle s'est si bien moquée de la vérité que, quoi que nous ayons admis ensemble et imaginé pour définir la sagesse, elle nous en a fait voir l'inutilité avec une ostentation insultante. Pour ce qui est de moi, je n'en suis pas trop dépité, mais je le suis extrêmement pour toi, Charmide, en voyant qu'avec une telle figure et un esprit si sage, tu ne tireras aucun fruit de cette sagesse et que tu ne gagneras rien de la vie, dans la vie à la posséder. Mais ce qui me donne encore plus de dépit, c'est l'incantation que j'ai apprise du Thrace, à la pensée que j'ai mis tant d'application à retenir une chose qui n'a aucune valeur. Mais non, je ne puis croire qu'il en soit ainsi,
C'est moi qui suis un piètre chercheur, car la sagesse est un grand bien, et si tu la possèdes, tu es un homme heureux. Vois donc si tu la possèdes et si tu n'as aucun besoin de l'incantation. En ce cas, je te conseille plutôt de me considérer comme un radoteur, incapable de rien trouver par le raisonnement, et pour toi de t'estimer d'autant plus heureux que tu es plus sage. Charmide me répondit alors. Par Zeus, Socrate, je ne sais pas moi si je possède la sagesse ou si je ne la possède pas. Car comment le saurais-je quand vous-même n'êtes pas capable, dis-tu, de découvrir ce qu'elle est? Mais moi je ne te crois guère, et je suis convaincu, Socrate, que j'ai besoin de l'incantation. Aussi ne tiendra-t-il pas à moi que je ne m'y soumette tous les jours, jusqu'à ce que tu dises que c'est assez. Bien, s'écria Critias, fais-le, Charmide. Ce sera pour moi la preuve que tu es sage, si tu te livres aux incantations de Socrate, et ne le quittes pas d'un pas. Tu peux compter que je le suivrai et ne le quitterai pas. Ce serait bien mal à moi de ne pas t'obéir à toi, qui es mon tuteur, et de ne pas faire ce que tu m'ordonnes. Oui, certes, dit-il, je te l'ordonne. Je le ferai donc, répondit-il, et je commencerai aujourd'hui même. Et vous autres, dis-je, que projetez-vous donc? Rien, dit Charmide, c'est tout projeté. Veux-tu donc, dis-je, user de contraintes sans m'accorder le temps de réfléchir? Oui, de contraintes, dit-il. Critias le commande. À toi de voir quel parti tu dois prendre. Mais dis-je, il n'y a plus de place pour la réflexion, car si tu te mets en tête de faire une chose et d'employer la violence, personne au monde ne sera capable de te résister. Alors, dit-il, ne résiste pas toi non plus. Eh bien, dis-je, je ne résisterai pas. Socrate, revenu de Potidée, se rend à la palestre de Tauréas. Après avoir donné à la compagnie qui s'y trouvait réunie des nouvelles de la guerre, il s'enquiert à son tour de ce que devient la philosophie et des jeunes gens qui se distinguent par leur esprit et par leur beauté. Critias lui présente son jeune cousin et pupille Charmide, le plus beau et le plus sage des jeunes gens de son âge. Charmide souffre d'un mal de tête. Socrate propose de le guérir par un remède qu'il a appris d'un médecin thrace, mais ce remède, pour agir, doit être accompagné d'une incantation qui guérira d'abord l'âme, si l'âme n'est pas sage. Celle de Charmide l'est-elle assez pour qu'il se passe de l'incantation? Voilà ce dont il faut s'assurer. Ainsi s'engage la conversation sur la sagesse, laquelle fait le sujet de ce dialogue. Nous disons la sagesse, mais le mot grec sophrosyné, que nous traduisons ainsi faute de mieux, n'a pas tout à fait le même sens que le mot français sophrosyné, qui étymologiquement signifie esprit saint. Marquait, au temps de Platon, l'idée complexe de tempérance, de mesure, de modestie. Il faut s'en souvenir pour suivre les différentes phases de la discussion qui va s'engager. Puisque tu es sage, dit Socrate à Charmide, tu peux, en regardant bien en toi, dire ce qu'est la sagesse. La sagesse, répond le jeune homme, c'est le calme et la mesure qu'on porte dans toutes ses actions. À quoi Socrate répond, en substituant l'idée de lenteur à celle de calme, qu'il y a des cas très nombreux où la vitesse est préférable à la lenteur et par conséquent plus sage. Invité à réfléchir de nouveau, Charmide répond que la sagesse consiste dans la pudeur. Non, dit Socrate, car il y a des circonstances où la pudeur est mauvaise, comme en témoigne le vers d'Homère. La honte n'est pas bonne pour l'indigent. Alors, se souvenant d'une définition qu'il a entendue de Critias, Charmide avance qu'être sage, c'est faire ses propres affaires. C'est une énigme, cela, s'écrie Socrate, car est-il possible que la sagesse consiste pour chacun à fabriquer ses vêtements et ses chaussures, à laver son linge sans rien faire pour autrui? Peut-être, dit Charmide, jetant un regard sur Critias. L'auteur de cette définition n'a-t-il pas su ce qu'il disait? Là-dessus, Critias prend feu et entre en lice à la place de Charmide pour défendre sa définition. Il distingue entre faire ses propres affaires et faire, c'est-à-dire fabriquer celles d'autrui. On peut travailler pour autrui sans cesser d'être sage. Alors, dit Socrate, on peut donc être sage sans le savoir, puisque les artisans, en travaillant pour autrui, ne savent pas s'ils tireront ou non profit de leur travail. C'est une conséquence que Critias repousse énergiquement. On ne peut être sage qu'en se connaissant soi-même, soit selon le précepte inscrit au fronton du temple de Delphes. Il est prêt, dit-il, à rétracter ce qu'il a dit, au moins en partie, et à définir la sagesse, la connaissance de soi-même. Soit, dit Socrate, mais toute science a un objet propre, qui est différent d'elle-même. Par exemple, la médecine a pour objet la santé, le calcul, le pair et l'impair. La sagesse, répond Critias, n'est pas une science comme les autres. Les autres sont en effet des sciences d'autre chose qu'elles-mêmes, au lieu que la sagesse est la science d'elle-même, les autres sciences est aussi de l'ignorance, c'est-à-dire que la sagesse consiste à savoir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Une telle science, répond Socrate, est inconcevable.
Autant dire qu'il existe une vue qui ne serait pas la vue des choses qu'aperçoivent les autres vues, mais qui serait la vue d'elle-même et des autres vues et de ce qui ne serait pas vu, une ouïe de l'ouïe et de ce qui n'est pas ouïe, qui n'entend pas les sons. Et Socrate accumule les exemples pour faire voir ce qu'il y a de contradictoire et d'impossible dans cette conception d'une science de la science. À supposer d'ailleurs qu'elle fût possible, cette science ne paraît pas utile, car elle ne peut pas nous faire connaître ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, mais seulement ce que nous savons et ne savons pas. Mais seulement que nous savons et que nous ne savons pas. Elle est également incapable de nous faire connaître ce que les autres savent ou ne savent pas. Cela serait vraiment avantageux, mais cet avantage, les sciences particulières seules peuvent nous les procurer. Socrate ne s'arrête pas là. Les sciences, dit-il, peuvent nous rendre de multiples services, mais elles sont incapables de nous assurer le bonheur. Les artisans qui vivent selon la science ne sont pas heureux pour cela. Il n'y a qu'une science qui puisse nous rendre heureux, c'est la science du bien et du mal. Mais la science du bien et du mal n'est pas sagesse, puisque la sagesse est la science de la science et d'elle-même. Ainsi, des 4 définitions successivement examinées, aucune n'est satisfaisante, et Socrate avoue qu'il a du mal conduire son enquête et qu'il est un piètre chercheur. Mais cet aveu ne convainc pas Charmide et il demande à Socrate de le recevoir comme disciple pour qu'il lui applique l'incantation qui doit le rendre sage. Ainsi, comme le Lachès et le Lysis, avec lesquels il a tant d'analogies, le Charmide reste sans conclusion. Qu'est-ce que Platon pouvait se proposer en écrivant de tels ouvrages? Que pouvaient en penser les contemporains qui les lisaient, en constatant que l'auteur n'arrivait pas à faire la lumière sur l'objet de ses recherches? Ils avaient certainement plaisir à voir discuter avec Socrate les personnages les plus considérables d'Athènes, à les retrouver sous les traits qu'ils avaient dans la réalité, à voir leur fatuité confondue par la subtile et insidieuse dialectique de Socrate. Ils s'amusaient de ces petites comédies à sujet philosophique. Mais quand on est philosophe, on n'écrit pas uniquement pour amuser, on écrit aussi pour instruire. Qu'est-ce que le philosophe visait donc à leur apprendre? Il voulait apparemment leur enseigner à conduire leurs pensées pour essayer d'éclaircir les notions morales qui devaient gouverner leur conduite. Il avait été lui-même frappé de la méthode de Socrate, qui, pour définir les choses, cherchait à s'en former des concepts clairs et complets. Il l'appliqua lui-même aux différentes vertus, piété, sagesse, courage, amitié, et l'enseigna aux autres en leur proposant des modèles de recherche, comme celui du Charmide. La maïeutique de Socrate comportait 2 opérations. La première était de réfuter les erreurs et les préjugés courants, la deuxième était la recherche de la vérité. C'est la première tâche que Platon s'est assignée d'abord. Il a réservé la seconde pour le moment où il aura trouvé dans la théorie des idées la solution de toutes les difficultés et l'explication générale qui éclaire toutes les questions. Le Charmide, au point de vue philosophique, a été assez sévèrement apprécié. Partout ailleurs, Platon adhère à la doctrine du maître qui fondait la vertu sur la science, comme en témoigne aussi Xénophon. Comme on lui demandait s'il considérait comme savants et sages ou tempérants ceux qui savent et ce qu'il faut faire et font le contraire, il répondit « Je ne vois en eux que des ignorants et des intempérants, car je crois que tous les hommes choisissent entre toutes les actions possibles celles qu'ils jugent les plus avantageuses pour eux, et que c'est celles-là qu'ils accomplissent. Voilà pourquoi je pense que ceux qui agissent mal sont à la fois ignorants et intempérants. » Donc c'était une citation de Xénophon. Notons que par avantageuse, Socrate entend les actions bonnes, car il ne sépare pas le bon de l'utile. Cette doctrine est aussi celle de Platon. Or, il semble ici se contredire lui-même quand il refuse de fonder la sagesse sur la connaissance de soi-même, comme il le fait par exemple dans le premier Alcibiade. C'est en s'appuyant sur cette contradiction qu'un Allemand, Horneffer, a soutenu qu'en composant le Charmide, Platon avait voulu réfuter Socrate et séparer sa doctrine de celle de son maître. Mais est-il possible que Platon ait ainsi contredit non seulement Socrate, mais lui-même? L'hypothèse de Horneffer est insoutenable, à moins qu'on admette que le Charmide est apocryphe et est dû à la plume d'un autre que Platon. Mais en réalité, la contradiction n'est qu'apparente. Ce que Platon refuse d'admettre, ce n'est pas la doctrine de Socrate, qui ramène la vertu à la science, c'est la définition de Critias qui fait de la sagesse la science de la science et d'elle-même et de l'ignorance, parce qu'il ne voit là qu'une science sans objet, une pure abstraction sans portée ni utilité. La véritable science où se fonde la sagesse est la science du bien et du mal. Elle est indiquée par Critias lui-même. Là est la véritable solution. C'est cette nouvelle définition que Platon aurait développée s'il avait voulu épuiser le sujet, mais il est resté sur le seuil, et content d'avoir réfuté ses 2 interlocuteurs, il a remis à plus tard l'exposition de sa véritable doctrine. Il y aurait à dire aussi sur la réfutation des autres définitions.
L'argumentation de Platon ressemble plus d'une fois à celle des sophistes, plus préoccupés d'avoir le dessus que d'avoir raison. Ainsi, quand il écarte la première définition de Charmide, la sagesse est une manière d'agir calme et mesurée. Au lieu de reconnaître ce qu'il y a de vrai dans cette manière de voir, il la rejette en confondant à dessein le calme avec la lenteur et en donnant des exemples qui prouvent que la rapidité est préférable à la lenteur. Il écarte la deuxième, la sagesse est une sorte de pudeur, par une citation d'Homère, comme si Homère était un oracle infaillible. Enfin, lorsque Critias définit la sagesse en disant qu'elle consiste à faire ses propres affaires, il affecte de prendre l'expression de Critias non pas au sens moral mais au sens concret. Il la donne pour une énigme alors que dans la République il la prend au sérieux et en fait le fondement de la justice dans la cité idéale. Platon ressemble ici à un de ces jeunes gens dont parle Socrate dans l'Apologie, 23c, qui prennent plaisir à confondre leurs interlocuteurs et à les convaincre d'ignorance. Ils s'en donnent à cœur joie de raisonner, d'abuser des mots, d'égarer l'auditeur dans des subtilités inextricables et d'entasser les abstractions au lieu de considérer la réalité des choses. Ce sont des défauts qui ôtent de sa valeur un ouvrage qui est de premier ordre au point de vue littéraire. Rien de plus gracieux que l'introduction. C'est la vie d'Émile Chambry, où l'attrait de la beauté n'a jamais été dépeint d'un pinceau plus délicat et plus charmant, où le comique se mêle à la grâce, où l'imagination le dispute au naturel le plus exquis. L'idée de l'incantation trace, reprise à la fin, est une invention aussi captivante qu'originale. Moi, je trouve que parler de sagesse, en commençant par un mensonge, c'est un peu délicat. Les personnages aussi nous intéressent, et nous intéressent d'autant plus que deux d'entre eux sont des parents de Platon. Charmide, frère de Périctonée et fils de Glaucon, était l'oncle de Platon. Il est dépeint au moment plein de promesses où il arrive à l'adolescence. C'est le jeune homme le plus beau d'Athènes. Il est si beau que non seulement les hommes faits et les jeunes gens de son âge, mais les enfants même ne peuvent le quitter des yeux. Et à la beauté physique, il joint la beauté morale et les dons de l'esprit. Il est le plus sage des jeunes gens de son âge, il aime la philosophie et il est doué pour la poésie. Ainsi qu'il est dépeint avant de paraître. C'est ainsi qu'il est dépeint avant de paraître, et son langage ne démentira pas ce portrait. Quand Socrate lui demande s'il est sage, il répond avec une diplomatie digne de sa sagesse, qu'il n'ose ni se louer lui-même, ni démentir le jugement qu'on porte de lui. Il est fin et malicieux, et quand il se sent incapable de tenir tête à Socrate, il s'y prend adroitement pour se substituer son tuteur. Nous le retrouvons à la fin conquis par Socrate, dont il veut se faire le disciple, et auquel il s'impose avec une grâce mutine. Le même Charmide, devenu homme fait, apparaît dans les Mémorables 3, donc de Xénophon, où Socrate, qui professe pour ses talents politiques la plus haute estime, l'engage à surmonter sa timidité et à prendre la parole dans l'assemblée du peuple. Il semble donc que sa maturité ait tenu les promesses de son adolescence. Ni chez Platon ni chez Xénophon, il n'est fait allusion au rôle qu'il joua sous les 30 tyrans. Préposé à la préfecture du Pirée par son tuteur Critias, il périt avec lui en -404 au combat de Munichie. Critias, cousin de Charmide, mais plus âgé que lui, était fils de Calaïscros, frère de Glaucon, le père de Charmide et le grand-père de Platon. Il était donc l'oncle de Platon à la mode de Bretagne. Il est représenté lui aussi comme ami des discours philosophiques. Il avait même composé des traités de morale et il avait la réputation d'un habile homme. Aussi est-ce lui qui est chargé de soutenir la discussion avec Socrate dès qu'elle dépasse la portée du jeune Charmide. Il tient fort à sa réputation et quand Charmide acquiesce à ce que dit Socrate, que peut-être l'auteur de la définition discutée n'a pas bien su ce qu'il voulait dire, il ne se contient plus et s'emporte contre son pupille comme un poète contre un acteur qui a mal joué sa pièce. On sent que la modération n'est pas son fait, ni la modestie non plus. Cependant, il est loin d'avoir la vanité naïve d'un Hippias. Bien qu'il cache son embarras et cherche à faire illusion à son auditoire par des discours peu clairs, on voit bien qu'il n'est pas un sophiste uniquement préoccupé de briller, il cherche de bonne foi la vérité. Il ne s'en laisse pas imposer, il discute pied à pied et fait figure d'un homme de valeur. Nous avons vu tout à l'heure Xénophon confirmer l'opinion de Platon sur Charmide. Quant à Critias, voici ce qu'il en dit dans les Mémorables. De tous ceux qui ont gouverné pendant l'oligarchie, Critias a été le plus voleur, le plus violent, le plus sanguinaire. L'histoire confirme ce portrait. Quand on a lu les Helléniques, on ne peut ressentir que de l'horreur pour la cupidité et la cruauté de ce tyran sanguinaire. Quant à Socrate, tel il est dans les autres dialogues de Platon, tel nous le retrouvons ici. Il s'informe d'abord des jeunes gens qui se distinguent par leur beauté et par leurs aptitudes intellectuelles.
Il est comme tous les Grecs très sensible à la beauté. Il se trouble même en présence de Charmide. Mais la beauté physique passe vite au second plan. C'est de la beauté morale avant tout que Socrate était pris. S'il s'adresse de préférence aux jeunes gens, c'est qu'il sait la puissance de l'éducation et que c'est par la jeunesse qu'on peut renouveler les mœurs d'une nation, tâche dont il a fait le but de sa vie. Comment s'y prend-il pour attirer à lui la jeunesse? Regardons le faire avec Charmide. Il lui prodigue des éloges, ou plutôt à ses ancêtres, pour l'engager à ne pas dégénérer. Ouais, bon, c'est encore une théorie affreuse, mais bon. Puis il lui conte une histoire ingénieuse, donc bon, celle de l'incantation du médecin Thrace, pour le persuader de recevoir ses leçons. Il mène ensuite la discussion en l'encourageant, l'excusant s'il est à court. Quand enfin l'interlocuteur Charmide est devenu simple témoin, Socrate discute avec Critias sans se départir jamais de son calme et de sa courtoisie. Critias lui reproche brutalement de ne viser qu'à le réfuter sans se préoccuper de l'objet de la discussion. Il proteste doucement et fermement avec une franchise qui oblige Critias à se rendre. Si la discussion n'aboutit pas, il en rejette la faute sur lui-même pour ne pas humilier son interlocuteur. Mais sa courtoisie n'exclut pas la malice et l'ironie. Le Charmide n'est pas, comme le Lachaise, un dialogue à la manière du théâtre, où nous entendons les personnages eux-mêmes, c'est un dialogue raconté par Socrate lui-même. Dans le récit, Platon lui prête beaucoup de grâce et d'esprit, et une ironie légère qui s'échappe en remarques malicieuses et fines. Dans le dialogue, il peint, comme partout ailleurs, comme un philosophe détaché de toute vanité. Il le peint, comme partout ailleurs, comme un philosophe détaché de toute vanité et uniquement épris de la vérité. L'authenticité du Charmide n'est plus guère contestée, elle l'a été jadis par Aste, suivi par Saussure. Entre autres arguments qu'Aste a fait valoir, c'est que Platon nous y apparaît comme un vaniteux qui fait parade de sa noblesse. Non content d'énumérer sa parenté du côté de son père, il vante encore la beauté et le mérite de Pyrilampe, le second mari de Périctonée sa mère. Je verrais plutôt là une preuve de l'authenticité du Charmide. Pour être philosophe, on n'en est pas moins homme, et jamais on n'a vu, même parmi les saints d'aristocrates, si désabusé qu'il fût du préjugé nobiliaire, qui n'est tiré plus ou moins discrètement vanité de sa noble origine. Conteste-t-on d'ailleurs l'authenticité de la République parce que Platon y donne ses deux frères, Glaucon et Adimante, comme interlocuteurs à Socrate? Ce qui est plus difficile à expliquer, c'est la hardiesse d'avoir présenté sous un jour très avantageux le jeune Charmide, qui fut un des 10 gouverneurs du Pirée, et, sous des traits fort honorables, l'homme le plus détesté d'Athènes, le sanguinaire Scritias. Il est vrai que cette hardiesse n'en est pas une si le dialogue a été, comme le croit Stahlbaum, composé quelque temps avant la domination des 30 tyrans, en moins 405 par exemple, alors que Platon avait 24 ou 25 ans et suivait depuis 4 ans les leçons de Socrate. Au contraire, la plupart des critiques reculent aujourd'hui jusque vers moins 388, l'époque de la composition du Charmide. À cette époque, on était déjà loin des événements de l'année moins 404, et l'amnistie avait effacé ou fait oublier un peu les souvenirs de cette triste époque. En plaçant l'entretien au début de la guerre du Péloponnèse, vers moins 430, et en gardant un silence prudent sur le rôle politique de son oncle et de son cousin, Platon a dû penser qu'il ne heurterait pas trop le sentiment public. Peut-être même a-t-il eu dessein de les réhabiliter. D'ailleurs, l'intention de Platon peut s'expliquer par un autre motif qui est sans doute le plus vraisemblable. On reprochait à Socrate ses rapports avec Critias et Alcibiade. On peut croire que, désireux de disculper son maître, Platon imagina dans le Charmide et dans les deux Alcibiades de représenter ces deux personnages en conversation avec Socrate. C'était le moyen le plus facile de montrer la nature de ses rapports avec eux. Ces conversations sur la sagesse et la vertu étaient en effet la preuve la plus convaincante que, loin de les avoir gâtés, Socrate s'était efforcé de les porter au bien, et que s'ils avaient mal tourné, il n'en était aucunement responsable.